Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Être parent, c'est pour la vie et ce sont des défis qu'on a à traverser quotidiennement. On dirait que lorsqu'on souhaite avoir des enfants, on se dit, bon, les premiers mois, les premiers jours, les premières années, il va y avoir des défis. Mais les défis, ils se modulent au fil du temps. Plus nos enfants vieillissent, les défis changent et ça nous demande à nous, comme adultes, comme parents, de s'adapter. Notre capacité d'adaptation, on peut dire qu'elle est mise à rude épreuve avec la parentalité, mais comment faire quand on a des difficultés à s'adapter, que nos limites adaptatives sont atteintes? Honnêtement, moi, ça m'arrive régulièrement. Je le sais, je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente. J'ai beaucoup de qualités, mais j'ai l'impatience facile. Et là, en m'observant, je me suis rendu compte que moi, au retour en fin de journée, lorsque sensoriellement, je suis déjà à mon maximum, suffit une étincelle pour, boum, faire exploser une situation. J'imagine qu'à la maison, vous avez observé d'autres éléments également. Donc, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, des soubresauts en santé mentale, des défis adaptatifs que nous amène la parentalité, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là à cet enregistrement public du balado à la hauteur de nos tout-petits au Salon Marmaille et Famille ici à Terrebonne. D'abord, je souhaitais la bienvenue à Valérie Roy, psychoéducatrice qui est vraiment spécialisée au niveau de la santé mentale des adultes. Merci d'être là, nouvelle experte. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci à toi. Et Audrey Njavé, infirmière clinicienne, maman de 3 enfants, vraiment qui se positionne sur de nombreux sujets. Merci d'avoir accepté de nous partager ton expertise aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Maggie. Alors, mesdames, première question, qui n'est pas nécessairement évidente. Comme parents, ça nous demande énormément de s'adapter au quotidien. On dirait que souvent, les premiers mois, les premières années sont dévoués 100% à l'enfant parce qu'on s'entend dans la traditionnelle pyramide de Maslow, on doit répondre à ses besoins primaires, physiologiques, les besoins de base pour sa survie. Mais comment pouvons-nous faire pour répondre à tout ça sans s'oublier complètement comme personne? C'est une première question qui est assez vaste, qui est assez large, mais est-ce qu'il y a des premières pistes qui vous viennent comme ça? La première des choses, c'est qu'il faut être dans l'acceptation de oui, il va y avoir un moment où on va s'oublier. Il va y avoir un déséquilibre qui va arriver avec l'accueil d'un enfant. Il faut comprendre que la gestation se fait pendant 9 mois à l'intérieur du ventre, mais le développement de l'enfant n'est pas terminé quand il naît. Il débute. Il continue son processus de développement. Donc, il commence dans le ventre, il commence avec la division cellulaire, puis il continue, puis arrive l'accouchement où on met au monde son enfant, mais il continue de se développer. C'est un être qui n'est pas autonome, qui est 100% dépendant de nous pour sa survie, comme tu l'as mentionné. Maintenant, ça va impliquer que oui, on va avoir un déséquilibre qui va faire en sorte que peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, on va s'oublier. On ne va pas exister dans cette relation à proprement parler. On va devenir le répondant aux besoins de cette personne. Mais le temps va faire son affaire, puis plus on va avancer et qu'on va accompagner son enfant dans son développement, plus qu'on va se reconnecter avec un petit peu ce passage dans lequel on s'est oublié. Oui. Valérie, est-ce que tu dirais la même chose, que c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine période où on ne peut pas se prioriser, mais en même temps, on entend tellement ces phrases-là sur les réseaux sociaux. Tu es parent, tu dois te prioriser, trouve du temps pour toi. OK, mais comment? Il faut faire la différence aussi entre prioriser son enfant versus s'oublier totalement. Ah, j'aime ça. C'est correct de prioriser son enfant parce que, évidemment, son développement n'est pas terminé. Il dépend presque à 100% de nous pour sa survie, rien de moins. Donc, c'est normal de le prioriser. Toutefois, il y a une différence entre s'effacer totalement. On peut être rendu le numéro 3, 4, 5 ou 6e priorité. L'important, c'est de savoir qu'on a une place en quelque part. On doit arriver quelque part dans notre échelle de priorité. Et en général, les gens vont venir me voir parce que justement, les symptômes qu'ils s'étaient oubliés, plutôt que de juste
se remettre au 6e, 7e, 8e rang dans la liste des priorités, Oui. ben, les symptômes sont rendus trop forts. Ils vont affecter le fonctionnement général, sont épuisés, mais l'épuisement est de sorte qu'ils ne s'aiment plus, eux, dans leur rôle de parents, et ça va résonner chez leurs enfants. Puis, en tant que parent, en tant que maman, on le sait, dès qu'on sent que notre enfant subit des conséquences où il résonne, c'est là, en général, qu'on va consulter parce que là, c'est l'enfant qui est cas, puis on veut donc pas lui faire subir ça. Oui. Mais donc, disons qu'on veut accompagner les parents. Quels pourraient être peut-être les premiers signes qu'on n'arrive pas à se prioriser, qu'on n'arrive pas à trouver des moments pour nous? Disons, oublions peut-être la première année, là, mais dès la 2e, 3e, 4e année, à quoi on devrait être attentif avant justement de se rendre aux conséquences sur les enfants, puis j'allais dire sur le noyau familial, parce que ça a des conséquences sur notre partenaire de vie également. Bien, je commencerais ça même dès la première année, dès les premiers moments, ne serait-ce que de l'avoir en tête, de faire comme c'est correct, là, un petit bébé il est arrivé, on l'aime, on veut en prendre soin, mais attention, ne t'oublie pas, OK? Fait que juste de le garder en tête à titre de rappel pour commencer, ça peut être un bon truc parce que c'est très facile de l'oublier dans les aléas du quotidien. Donc, de se faire un rappel de temps en temps, des fois, c'est juste de se faire une petite pensée le soir, de faire comme « Ouf, pas facile aujourd'hui, maman », de s'accueillir, de s'offrir de l'empathie pour la journée traversée. Ça peut commencer tout simple comme ça, mais c'est qu'après ça, ça nous donne des bases après pour se donner de la place tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a une certaine autonomie qui va se développer. Donc, si tu commences à, par exemple, 5 ans, où là, tu sais, mon enfant, mon plus vieux, a 5 ans, il commence à démontrer un peu d'autonomie, mais là, si je commence à peine à m'inclure dans ma liste de priorités, bien là, j'arrive face à des personnes qui ont, je le dis, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Et ils vont me regarder avec les mêmes yeux qu'un chevreuil qui traverse de la rue. Je viens de la campagne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont même pas capables de répondre à la question tellement ils se sont oubliés totalement plutôt que de se mettre dans le 15e rang des priorités. Donc, tu sais, juste complètement le fait de s'écouter. Après ça, des signes peuvent être vraiment l'idée de... Tu sais, on en a trop. Des fois, là, il arrive une petite affaire, puis bon, une autre affaire, bon, une autre affaire. Tu sais, dans notre discours, dans la perception qu'on fait de chaque situation, est-ce qu'on la perçoit de manière positive ou négative? Est-ce qu'on se dit comme, bon, OK, je m'en sortirai pas. Bon, une autre crise. Ça, c'est des petits signes vocaux, des fois, qu'on se donne, qu'on commence à être épuisé. Il faut peut-être dire comme, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je les prenais moins bien? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout était de trop? Est-ce que, Audrey, tu favoriserais peut-être de coucher des fois sur papier ce qu'on vit sans se juger, juste de se faire peut-être un petit mot à tous les matins ou tous les soirs sur ce qu'on a vécu, sans juger, juste pour le sortir? C'est parce que j'ai l'impression que des fois, on est tellement envahi que c'est difficile de s'observer sur le moment quand on n'a pas dormi, à moitié pas mangé, puis qu'on sait que la liste de choses à faire est encore interminable. Comme comme tu viens de le préciser, le passage première année, comme je disais, effectivement, on va exister, mais on va plus être dans notre priorité. Puis, dans le quotidien, dans ce qui va nous alerter un petit peu, ça va être ça, effectivement, on déborde complètement. On n'absorbe plus, puis on n'existe plus. Donc, ce côté où j'existe plus, ma tête, elle est pleine, je n'arrive plus à penser. Effectivement, si je pose sur papier des choses, elles ne seront plus dans ma tête. Donc, déjà, je me décharge. On les a sorties de nous. Exactement. Puis, accueillir un enfant va entraîner une perte de contrôle un petit peu, même totale, j'ai envie de dire, on avait un quotidien bien établi, on avait une routine bien établie, puis d'un seul coup, tout est chamboulé, tout est bouleversé, puis je me retrouve plus là-dedans. Donc, je pense que quand on se retrouve plus, c'est qu'effectivement, on est comme je vais reprendre ton exemple du chevreuil, là, qui ne sait plus où aller, en fait, puis qui sort de son contexte habituel, de sa forêt, puis qui arrive sur la route avec du monde, des voitures. On le voit, il ne sait plus où aller, parce qu'il n'a plus d'outils, en fait. Il n'est plus dans ce qu'il connaît. Donc, on va devoir s'adapter. Donc, les capacités d'adaptation, on va venir les tester, puis on va se laisser du temps aussi. C'est-à-dire qu'on va décharger ce qu'il y a dans notre tête, on va ne pas hésiter, et ça, j'insiste beaucoup, à demander de l'aide.
Parce Ce que n'est pas un déshonneur de Non. demander de l'aide, que ce soit à notre Non. réseau ou à des professionnels. Exactement. Pleurer est une émotion. Pleurer est quelque chose qui nous permet de vider. Donc, allez vous enfermer dans une pièce ou pleurer n'importe où, même vider ce que vous avez en vous, en fait. Ne gardez pas les choses pleines pour exploser. N'attendez pas d'exploser avant d'aller chercher de l'aide. C'est pas une faiblesse d'aller chercher de l'aide. C'est pas Non. une faiblesse de pleurer, de se sentir vulnérable, fragile. Ça fait partie du processus de maternité. Vous êtes C'est vrai. normal. Donc, oui, la lumière au bout du tunnel est liée, mais pendant le tunnel, vous pouvez ne pas le Il fait passer noir. toute seule. Exactement. Je comprends. Et lorsqu'on parle de capacité d'adaptation, clairement, notre capacité, pardon, elle est différente pour chacun de nous. Est-ce qu'il y a des critères qui se mesurent? Comment on peut mesurer ça, la capacité d'adaptation d'une personne? Bien, la capacité d'adaptation est en fait l'expertise de la psychoéducation. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que tu poses la question. La capacité d'adaptation, de manière très vulgarisée, c'est qu'on va regarder toutes les forces, les ressources, les qualités, les compétences qu'on a. Est-ce qu'elles nous permettent de répondre aux défis qui arrivent dans l'environnement? Donc, est-ce qu'on a des qualités, des forces qui nous permettent de bien répondre à tous les défis liés à la parentalité? Par exemple, j'observe, par exemple, des gens qui ont une grande force d'être très organisés, par exemple, au travail. Bien, cette force-là, elle est très, très, très utile, croyez-moi, dans la parentalité, au niveau vrai. de s'organiser, ne serait-ce qu'organiser le matériel qui entoure le bébé. Donc, Oui. ça, c'est une force. Et dans le fond, les capacités d'adaptation, c'est s'adapter, c'est vraiment tout créer les petits ajustements nécessaires pour que son quotidien fonctionne mieux. Puis ça, c'est très approprié et très adéquat dans la parentalité aussi parce qu'il y a tellement de petits changements qui surviennent, de petits défis quotidiens. Oui. Il faut être capable de s'ajuster des fois dans l'instant présent. Par exemple, moi, je suis une maman de 2 beaux enfants et j'ai la chance d'être très créative dans mes forces. Mais des fois, je le sais que mes garçons, là, les consignes quand c'est le temps de finir un jeu plaisant pour aller faire une activité de routine comme aller se laver. C'est pas C'est facile. pas le fun, là. C'est vraiment pas le fun. Donc, plutôt que de dire, bon, mais là, les garçons, c'est fini de jouer au Monster Truck, allez dans le bain vous laver, c'est clair que c'était peut-être pas la meilleure stratégie pour faciliter le lavage de mes garçons. Fait à la place, je vais plutôt utiliser ma créativité à moi, qui est une de mes forces, pour faire la transition vers le bain. De dire, bon, ben là, présentement, prenez vos Monster Trucks, puis faites la course, la ligne d'arrivée, elle est en face du bain. Fait que j'utilise ça, je vais juste transformer, ajuster un tout petit peu ma consigne pour les stimuler en utilisant une de mes forces à moi, par Je exemple. comprends. Et j'ai Sarah Hamel qui me revient en tête, qui me répète toujours à chaque fois que je lui parle, la créativité surpassera toujours l'autorité. Donc, des fois, juste d'être créatif, tu l'as dit, la consigne, au final, elle est la même. Mais d'y ajouter un petit peu de poudre de magie, un petit peu de créativité, et hop, tu sais. Je sentais, Audrey, que tu voulais peut-être ajouter. Ce que j'ajouterais, c'est que moi, on a des connaissances. On a des connaissances, c'est nos métiers. C'est comme presque instinctif dans notre quotidien d'apporter cette créativité, puis ces capacités d'adaptation, ça fait partie des compétences dont on a besoin pour être professionnel du social, de la santé, de l'enfance. Le grand public, le parent civil, qui lui n'a pas ces connaissances-là, part avec des tiroirs qui sont complètement vides, puis part avec des bagages, avec un point de départ avant d'être parent, qui peut-être n'est pas du tout rempli de quoi que ce soit. Il débarque dans la parentalité vidé, puis des fois même fragile, des fois détruit, des fois instable, puis peut-être des fois malade, avec une santé mentale qui est mise à mal. Et souvent, en fait, moi, c'est mon regard de clinicienne qui vient prendre ce 360 puis me dire, OK, papa, OK, maman, d'où on part? D'où on part? C'est quoi tes connaissances? Est-ce que tu sais comment fonctionne ton enfant? Puis, on va avoir un public qui est complètement aussi différent. On va avoir un impact culturel, un impact traditionnel, des impacts, des représentations, des ancrages qui font partie de nous qui nous sommes, en fait. Donc, souvent, partir d'où on part, ça permet à nous, en tant que professionnels, de s'adapter et de dire, OK, ce tiroir, il est vide, on va le remplir de créativité. Ce tiroir-là, il est plein, on va pas s'en occuper. Puis, comme tu disais, d'aller chercher les compétences de chacun, Oui. parce qu'on a tous des compétences. Mais on a tous des compétences, mais est-ce que c'est seulement moi ou lorsqu'on est épuisé, fatigué,
c'est pas nécessairement là où on les voit, nos compétences. Donc, est-ce qu'on pourrait, comme astuce, se dire qu'une journée où ça va bien, par exemple, on prend le temps d'y réfléchir, de faire une liste de nos compétences ou de ce qu'on maîtrise bien, puis peut-être des parcelles de défis, d'observer si à la maison, je sais pas moi, c'est la routine des devoirs qui est toujours problématique. Clairement, il doit y avoir quelque chose au niveau de l'adaptation qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie de le faire un petit peu en amont avant que ça déborde? Oui, absolument. Quand ça va bien, en général, on a plus de cerveau pour réfléchir puis de voir, OK, quels ont été les facteurs en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça a bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui était différent des autres fois d'avant, de hier, que c'était la crise? Bon, mais aujourd'hui, étrangement, j'ai une meilleure journée au travail. Je suis arrivée à la maison, puis ma face était contente d'être là. J'avais une belle journée. Puis ça, nos enfants, ils s'en rendent compte. Hein? C'est des petites éponges à émotions et des miroirs de nos comportements. Fait que quand on arrive à la maison puis on dit, oh, OK, là, ce soir, là, maman, elle est grincheuse parce qu'elle a une grosse journée de travail. C'est pas de ta faute. Mais là, j'ai besoin, je suis très, très fatiguée. Bien, les enfants vont raisonner, même si c'est dit. Alors, d'être capable de comprendre, OK, les journées où ça va mieux au travail, étrangement, ça va quand même mieux à la maison. Parce que c'est pas vrai que c'est des silos fermés, toutes nos sphères de vie. Ils vont impacter les unes sur les autres. Après ça, ça peut être de regarder, est-ce que je suis arrivée en retard, fait qu'on a fait les devoirs après le souper plutôt qu'avant ou vice-versa, puis c'était différent d'hier. Peut-être que finalement, il y a eu des ajustements qui ont été faits spontanément dans la journée, puis on s'est rendu compte que, hey, ça fonctionne. Oui, et j'aurais envie de parler du fameux, il y en a qui m'écrivent le clash parental, parce que notre capacité d'adaptation entre nous et notre partenaire, notre coparent, elle est foncièrement différente. On est deux humains différents. Quoi faire s'il y en a un des deux qui s'adapte comme sur des roulettes et l'autre, c'est difficile. À un moment donné, je trouve que ça devient un petit peu conflictuel et deux, ça peut créer parfois un certain fossé dans le couple, dans la relation de coparents. Je pense que le mot magique, c'est la communication. C'est une affaire d'équipe. On est une équipe, on est une team, puis on travaille ensemble pour l'équilibre familial. C'est ensemble qu'on travaille. C'est-à-dire que même les tips qu'on va donner, qui sont transmis aujourd'hui, on les porte pas tout seul. Il est possible de faire comme des réunions au travail et puis de dire, OK. Des conseils. Ben, c'est ça, on se voit le dimanche, puis le dimanche, on débriefe sur la semaine, puis telle journée, elle a mieux été, telle journée, elle a bien été. Plutôt, comment tu as fait aujourd'hui? Oh, ben, moi, j'ai mis ça en place, puis tu vois, avec moi, ça fonctionne bien. Ah, ben, moi, quand je fais ça fonctionne pas. Ben, fais-le pas. Tu sais, vous n'êtes pas deux personnes identiques. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses, puis trouver un équilibre entre les deux. Moi, je suis pas capable de jouer au Lego avec mes enfants. Je peux pas m'asseoir, puis j'ai pas d'imagination. Mon mari, parfait. Lui, il va inventer des scénarios, ils vont vraiment passer des moments. Moi, je suis bonne dans autre chose. Je vais sortir, aller faire des activités. On va se compléter là-dedans, puis ne pas chercher à être égal vis-à-vis des enfants. Et on n'est pas en compétition. Absolument pas. On est complémentaires. C'est une complémentarité qui crée un équilibre. Il y a un peu de l'un, il y a un peu de l'autre, puis ça crée un équilibre familial. Puis quand ça va pas, on peut se le dire. Puis plus les enfants vont grandir, plus on peut les impliquer dans ces fameuses réunions où on dit, OK, comment tu as trouvé ça, toi, avec maman cette semaine? C'était quoi, c'était quoi tes points forts de la semaine? C'était quoi tes points faibles? Familiaux, vraiment, pas à l'extérieur. Est-ce que, si on y va avec juste, pour commencer, les points forts, points faibles, on pourrait les impliquer dès 7 ans, 8 ans, peut-être? Même avant, j'ai envie de dire, avec des mots d'enfant, bien sûr, vers... Oui. Des choses courtes. Exactement, parce que à 3, 4, 5 ans, ils sont capables de dire, j'aime pas comment maman elle se fâche, ou quand le matin, tu me dis dépêche-toi pour aller à l'école. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour prendre en considération le bien-être de mes enfants aussi? Parce qu'au final, le défi, c'est eux. C'est comme, je m'adapte pour eux, dans leur intérêt. Donc, je cherche leur collaboration, leur coopération, puis tout ça, ça va passer par la conciliation, vie de famille, de chaque entité de la famille. Donc, ils font partie de la famille. Donc, on ne les exclut pas de tout ce désir de bien-être et de sérénité familiale. Et j'imagine que ça va développer pour eux aussi un sentiment très positif d'avoir participer aux décisions familiales et peut-être ils auront des suggestions qu'on va mettre en place et là, ils vont se sentir bien de dire « Ah, c'était mon idée et ça a bien fonctionné ». Et Valérie, j'aimerais te faire rebondir quand on parlait des fois de la compétition. Veux pas, il y en a qui peuvent avoir une capacité d'adaptation plus grande que d'autres. Qu'est-ce qu'on fait quand il s'installe un climat de frustration? Et lorsqu'on fait les fameux conseils familiaux dont Audrey parle et le ton monte et ça devient peut-être un petit peu plus des accusations que du partage d'informations, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, première chose, je dirais même avant, ne peut-être pas inclure les enfants tout de suite quand on est dans ce climat-là, parce que ça peut insécuriser les enfants. Si on sent qu'on a une perte de contrôle dans notre communication, parce que c'est correct que les enfants nous voient argumenter certains points, parce que eux autres, ça leur apprend à argumenter aussi. Mais quand on sent que papa et maman, le degré d'intensité est trop élevé, ça peut être insécurisant à observer. Fait que des fois, peut-être que les premiers caucus familiaux peuvent se faire juste papa-maman pour vraiment mettre une belle base et Oui. peut-être un peu crever l'abcès s'il y a. Donc, quand on sent que vraiment il y a une compétition qui s'est installée, c'est toujours délicat, hein? Mais tu sais, dans les généralités, il faut regarder comme un peu sur quoi on compétitionne, pourquoi on se bat, qu'est-ce qui accroche. Ouais. Est-ce que c'est qu'au final, on a plus l'impression que sa méthode à soi est meilleure que la sienne? Est-ce qu'on est vraiment totalement en désaccord avec les approches parentaux? Donc, ça, il faut en parler, puis se discuter. Bien, effectivement, pourquoi toi, tu agis comme ça? Quelle est ton intention derrière? Parce que des fois, nous, on le regarde avec du recul, puis on se dit, ben mon Dieu, il veut juste comme le remettre à sa place, puis il veut Ouais. juste le chicaner. On y prête des intentions, mais on n'est pas dans sa tête. C'est vrai. Alors que des fois, juste d'aller valider qu'est-ce qui s'est passé chez toi à ce moment-là. Aide-moi à comprendre, t'étais quoi dans ta tête? Parce que moi, de l'extérieur, ça ressemblait à ça, puis Ouais. c'était pas beau. Et peut-être pas de perdre de vue que, justement, l'objectif, c'est l'harmonie familiale C'est ça. pour tout le monde. On n'est pas dans la guerre. Exactement. Puis c'est correct d'avoir des méthodes différentes pour autant qu'à partir du moment où on est capable de comprendre pourquoi l'autre agit d'une certaine façon, est-ce que ça passe pour nous? Parce que ça se peut que des fois, on ait des limites absolues à ne pas franchir en tant que parent, Ouais. comme par exemple des conséquences physiques. Hein, Oui. tu sais, il peut y avoir des limites, mais encore aujourd'hui, j'en entends parler. Donc, c'est d'expliquer, OK, toi, tu as besoin, par exemple, d'appliquer le cadre parental, puis dans ta tête, à toi, c'est par la fessée. OK, mais on peut-tu répondre à ton besoin derrière, qui est d'appliquer le cadre parental pour que ton enfant puisse bien réagir, savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais dans la méthode... Ouais. Dans la méthode, c'est non, mais je suis totalement derrière toi que c'est important que nos enfants aient un cadre sécurisant et clair, parce que sinon, ça peut mener le chaos. Ça, Fait c'est sûr. d'aller faire ce travail-là, des fois, ça peut venir aider à pas essayer de jouer aux devinettes. Puis en général, nos devinettes sont rarement positives. là. Et sont rarement bonnes aussi, hein, parce que ce qu'on s'imagine, ce qui se passe pour vrai, c'est vraiment différent. Puis si on vit ce clivage-là, peut-être entre les deux coparents, on l'a dit dans d'autres épisodes, mais ne pas hésiter à demander de l'aide. Absolument. Parce que des fois, d'avoir une personne neutre, d'avoir un professionnel qui est capable de remettre une base de sécurité pour que les deux coparents puissent s'exprimer ce qu'ils vivent, faire comprendre justement le besoin derrière la méthode, ça peut sûrement nous aider à s'adapter. Et en terminant, j'aimerais vous amener sur un terme que j'ai essayé de comprendre, de mettre en place depuis, ma foi, des années. Et j'ai encore énormément de difficultés. Je le vois passer pratiquement à tous les jours sur diverses formes de publications sur les réseaux sociaux. Le fameux lâcher prise. Hein, on parle de capacité d'adaptation, d'apprendre à lâcher prise, qu'on est submergé peut-être parce que parfois on veut contrôler la situation de façon tellement hermétique que c'est ce qui nous submerge. Mais attention, elle est où la différence entre lâcher prise, parce qu'effectivement, des fois, on s'attarde sur des détails qui peuvent être superflus, et à un moment donné, un espèce de désengagement parental de « Ah, ben moi, je lâche prise ». Je trouve que la ligne est mince. La parentalité est certainement l'exercice de développement personnel le plus intense. Celui qui va nous obliger à déconstruire, à déconditionner certaines choses. Il ne faut pas oublier qu'on part d'un point A. On part avec encore une fois, des bagages personnels, avec des fois une parentalité qu'on a subie de la part de nos parents. Qui ont fait de leur mieux. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de juger ce qu'on a reçu, mais de le questionner. Qu'est-ce que ça a entraîné chez moi? Parce que vouloir contrôler tout n'est pas anodin. Non. D'accord? C'est pas quelque chose qui vient naturellement, ce besoin de tout contrôler. Il vient de choses qui se sont implantées en nous dans notre propre enfance, en fait. C'est-à-dire que l'enfant intérieur que nous sommes se réveille très souvent
quand on accueille un enfant. Et, Et des fois, il est en crise. exactement. Il a besoin d'être sécurisé. Il a besoin d'aide, cet enfant intérieur-là. Puis, avant d'aller aider le parent que vous êtes, aider l'enfant intérieur que vous êtes. Et c'est là le plus difficile, en fait. C'est de se dire que ce que je suis en train de faire, ce que j'essaye de faire, c'est ce contrôle que je vais avoir de la situation, alors qu'il y a une partie, effectivement, où je ne vais pas contrôler les choses, vient peut-être de mes propres ancrages à moi, de mes propres choses qui n'allaient pas bien, puis ça se réveille maintenant. Donc, avant d'aller travailler sur ton enfant, travaille sur toi d'abord. Et le lâcher-prise est simplement la conséquence et le résultat de ce travail que tu vas faire. C'est ça. Donc, on peut pas atteindre ce lâcher-prise-là. Malheureusement, il ne s'achète pas non plus sur Internet. J'ai déjà vérifié. Mais c'est donc une conséquence positive, un cadeau, si on veut, qui va arriver du moment où on va avoir fait probablement plusieurs, ou en tout cas certaines étapes de travail sur nous, si je comprends bien. Exactement. Plus tu vas te connaître et être aligné avec qui tu es, avec les valeurs que tu as, avec ce que tu as envie de transmettre à ton enfant, plus tu vas te connaître et avoir la maîtrise finalement de tes propres émotions, des propres choses que toi tu vis en tant que parent, ben, le lâcher-prise va arriver tout naturellement. Ce sera la suite de tout ce que tu auras entamé. En fait, ce voyage intérieur, il t'est proposé quand tu deviens parent. Oui. Saisis l'opportunité de voyager à l'intérieur de toi pour arriver à se lâcher prise et finalement cette sérénité parentale, familiale qu'on recherche un petit peu tous. Et là, on parle de sérénité, mais je vous rassure, puis c'est à le répéter, on ne parle pas de perfection parentale. Absolument pas. Donc, je veux reprendre tes termes, Audrey, quand tu dis être au final 100% aligné avec nos besoins, nos valeurs, avec qui on est. C'est l'objectif qu'on peut se souhaiter. C'est le cadeau ultime parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une magnifique cohésion parentale avec nos enfants. Et aimerais-tu rebondir, Valérie, sur la différence entre justement ce lâcher-prise qu'on comprend qui vient d'un travail d'introspection versus un certain désengagement parental de dire, regarde, j'en peux plus, il arrivera ce qui arrivera, là, moi, je décroche. Je travaille souvent le lâcher-prise avec mes clients, que ce soit pour la parentalité, mais même pour le travail. Pour moi, le lâcher-prise est un processus actif. Quand un client m'arrive et dit, là, Valérie, il faut que tu m'aides, il faut que je lâche prise. OK, pourquoi? Si tu as à lâcher prise, faut que tu sois sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te questionnes pourquoi cette chose-là puis pas l'autre d'à côté. Pourquoi ce comportement-là de ton enfant? Pourquoi cette règle-là, mais pas l'autre? Questionne-toi sur pourquoi tu dois lâcher prise. Quels sont tes avantages aussi? Qu'est-ce que ça va t'amener versus les coûts? Comme par exemple, j'aime bien dire, OK, tu veux permettre, par exemple, chez nous, une consigne, le bruit, j'ai beaucoup de difficultés avec le bruit, mais je tolère le mouvement. Donc, chez nous, dans ma maison, ça court. Mais quand tu es sûr que tu lâches prise sur la course, ça veut dire que tu autorises le comportement à se reproduire, parfois tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, sur plusieurs mois, plusieurs années. Fait qu'il faut que tu le voies dans ta tête. Si je lâche prise là-dessus, ça veut dire que je dois accepter la reproduction de ce comportement-là. Ouais. Est-ce que ça me va? Pour moi, c'était ça. Mes enfants ils ont besoin de dépenser leur énergie. Des fois, ça sort en son, des fois, ça sort en mouvement. Bien, j'ai décidé de lâcher prise sur la course parce que pour moi, je suis plus facilement irritée par le bruit. OK, j'aime ça. Si tu veux faire du bruit, ben l'ajustement, l'adaptation, c'est on va le faire dehors. Mais parce oui. que pour moi, dehors, le son résonne moins. Donc, j'ai lâché prise sur le bruit dehors. Mais j'accepte que ça va se reproduire à tous les jours et plusieurs fois par jour. Ah oui, parce qu'une fois qu'ils ont compris, ils ont compris, hein? Exactement. Mais si je lâche prise, par exemple, sur le bain ou le brossage de dents, parce que c'est un combat de faire brosser les dents, mais ça a un coût. Oui. Non. Là, c'est plutôt un désinvestissement parce que le coût est une bonne santé buccale. C'est des caries, c'est des broches. Non. Fait on n'a pas le choix de se dire il y a des choses que je dois tenir mordicus. Oui. Parce que le coût de lâcher prise est trop élevé. Mais en même temps, il y a des choses où on se dit c'est si grave que ça, si ça se reproduit. C'est si grave que ça que de temps en temps, mes enfants se chamaillent sur mon lit qui était fait. C'est pas si grave que ça. Ouais. Donc, j'accepte que ça se reproduise plusieurs fois par jour parce que je veux même investir mon temps sur des choses qui sont plus collées à mes valeurs, qui sont plus prioritaires pour leur santé et ma santé à moi. OK, c'est correct. Je peux désormais lâcher prise sur la course ou l'attiraillage sur mon lit.
C'est un processus actif. Actif. J'aime beaucoup ça, puis je trouve que ça vient de faire une magnifique conclusion, mesdames, à cet épisode en disant la parentalité, c'est la meilleure opportunité de voyage intérieur qui nous sera offerte de toute notre vie. Saisissons-la pour se questionner sur qui on est, nos valeurs, nos besoins, et ensuite, de façon active, une fois qu'on aura déterminé tout ça pour nous-mêmes, avec notre coparent aussi, je pense que c'est un travail que chacun doit faire individuellement, et ensuite de le mettre en commun pour voir qu'est-ce que nous allons pouvoir donc choisir pour notre famille comme valeur. Ensuite, donc, procéder au lâcher-prise actif, de se dire, OK, avec ce qu'on a établi, sur quoi on lâche prise, on est prêt à accepter les conséquences si ça se reproduit. Et qu'est-ce qui, pour nous, et on y tient mordicus, voilà, donc ce sera notre cadre familial sécurisant. Et ensuite, on pourra le partager à nos enfants qui, eux, vont savoir les limites dans lesquelles ils peuvent naviguer, puis ils vont se sentir en sécurité. Merci infiniment, mesdames. Alors, Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Audrey Ndjavik, infirmière clinicienne, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre avec autant d'assiduité semaine en semaine. Ce balado est rendu possible grâce à la participation de Caléido. Je les remercie infiniment. Le régime enregistré d'épargnitude qui en fait toujours plus. Je m'appelle Maggie Bélanger. Merci d'avoir été là afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye.